Bonjour tout le monde. Nous avons déjà vu dans le chapitre 1, le référentiel de formation, que parmi les objectifs du premier module qui est l'utilisation des TIC dans le processus enseignement-apprentissage, le premier objectif était d'être capable de choisir une ressource numérique à intégrer dans les pratiques enseignantes. Aujourd'hui, nous allons traiter la première partie de ce chapitre. Il y a une très grande quantité de ressources disponibles sur Internet et il paraît très évident que l'on soit tenté de se servir d'un certain nombre d'outils pour les utiliser. Mais l'Internet est un monde ouvert et non contrôlé. Donc, n'importe qui peut déposer n'importe quoi. Et on est facilement submergé par des informations de crédibilité diverses. Il faut alors être averti et adopter une stratégie pour éviter la désinformation ou la manipulation, et il faut être capable d'utiliser un certain nombre d'outils pour filtrer et accéder à l'information pertinente. Alors, le plan de cette présentation est le suivant. Donc, nous allons tout d'abord définir ce que c'est qu'une ressource numérique, voir un certain exemple de typologie de ressources numériques, identifier le format des ressources numériques, savoir comment rechercher une ressource numérique, comment sauvegarder une ressource numérique et comment évaluer une ressource numérique. Alors, la définition d'une ressource numérique d'après Robert Bibot, un pédagogue canadien, c'est un ensemble de services en ligne, logiciels de gestion, d'édition et de communication, données et informations des œuvres numérisées utiles à l'enseignant ou à l'apprenant. Des activités ou projets pouvant être présentés dans le cadre d'un scénario pédagogique. Vous remarquez que la définition donnée par Bibot contient une liste très variée de ressources qui peuvent être utilisées. Mais le plus important, c'est que la ressource doit être intégrée dans un scénario pédagogique. D'ailleurs, quelques pédagogues ajoutent que une ressource n'existe pas tant qu'elle n'a pas été expérimentée dans des classes et validée par un groupe d'enseignants pour devenir un instrument partagé par la communauté. Ceci veut dire que les ressources sont des entités vivantes. Ce qui les rend vivantes, c'est le fait qu'ils soient utilisés dans les classes par des professeurs, par des enseignants, et qu'ils évoluent à la lumière de leur usage et à la collaboration des enseignants, c'est-à-dire que chaque enseignant peut apporter un peu de son savoir pour faire évoluer ces ressources numériques. On peut dire alors que c'est l'usage de la ressource et sa contextualisation qui la font devenir ressources numériques. Alors, pour les typologies de ressources numériques, on peut distinguer, donc ils peuvent être classés selon leur usage, et on distingue deux familles d'usages. Les ressources orientées vers l'enseignement, qui sont utilisées par l'enseignant avant le cours pour préparer des documents pédagogiques ou pendant le cours pour accompagner la présentation. Ceux qui sont orientés vers l'apprentissage, utilisés par l'élève, soit d'une façon individuelle, c'est-à-dire en autonomie, ou en groupe, pour découvrir des notions, pour renforcer des compétences, ou réviser des notions qui devraient être acquises ou maîtrisées. Alors, un autre exemple de typologie consiste à classer les ressources numériques suivant leur type. Donc, on peut distinguer les bibliothèques et collections multimédia, qui peuvent être soit un ensemble de ressources numériques directement accessibles en ligne,
soit une collection de liens vers des ressources numériques, donc qui peuvent contenir des cours multimédia ou des scénarios pédagogiques. Les didacticiels et les exerciceurs, ce sont des logiciels interactifs pour l'acquisition et le contrôle des compétences. Alors, ils peuvent aussi intégrer des cours multimédia, des animations et des simulations. Donc, les animations qui sont très utiles pour les disciplines scientifiques. On peut avoir aussi des collections d'animations qui sont classées par discipline, par thème et niveau. Et les simulations sont des animations interactives qui nous donnent la possibilité de modifier les paramètres d'un modèle, d'un environnement réel. Et on trouve aussi les outils transversaux spécifiques. On les appelle aussi les logiciels outils, conçus pour l'éducation. Ils permettent aux enseignants de pouvoir créer eux-mêmes leurs ressources numériques. Ils permettent aux élèves d'expérimenter et d'observer des comportements d'un système représentant une situation réelle, surtout en discipline scientifique. Et on peut aussi citer les outils de travail collaboratif et les solutions logicielles de type ENT, qui veut dire environnement numérique de travail. Alors, Robert Bibot donne aussi une typologie des ressources numériques suivant un schéma comportant des sphères imbriquées. Alors, la première sphère, qui est la sphère la plus profonde, la sphère A, elle comporte ce qu'on appelle un gisement de contenu et de données à l'état brut qui ne sont pas traitées ou très peu, comme les banques d'images, les banques de données en général. La deuxième sphère, la sphère B, qui englobe la sphère A, comporte les services qu'on appelle les services de deuxième ligne. Ce sont des données présentées après repérage, indexation, traitement, mise en forme et évaluation. Donc on peut trouver, par exemple, les moteurs de recherche, les librairies de cours, des répertoires et des services bibliothécaires. La dernière sphère, qui englobe les deux précédentes, présente des services qu'on appelle les services de première ligne. Donc ceux qui s'adressent directement à l'utilisateur. Ça peut être les apprenants ou bien le personnel scolaire en général. Et ils peuvent contenir des propositions de scénarios pédagogiques et de projets éducatifs. Alors, le dernier type de ressources qu'on trouve ici à l'extérieur, ce sont des ressources du niveau le plus haut. Donc, directement, le plus proche de l'utilisateur. Et il comporte des services, des applications, des contenus qui sont accessibles via une authentification de l'usager. Cette authentification offre à l'usager l'accès à un panier personnalisé de ressources numériques. Ici, vous avez un travail à faire. Donc, vous allez arrêter la vidéo un petit moment et vous allez, sur votre cahier, essayer de citer 5 ressources numériques que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous pouvez éventuellement utiliser dans votre classe dans le cadre d'un scénario pédagogique, bien sûr dans votre discipline. Donc, là, je vous demande pas de faire des recherches, juste de citer les ressources numériques que vous connaissez et qui peuvent éventuellement être utilisées dans votre classe, dans votre discipline. Donc, je suppose que vous avez fini et je vous donne
un ensemble de types de ressources numériques qui ne sont pas classées, qui sont livrées comme ça en vrac. Alors, je vous demande de les lire et d'essayer d'identifier chaque type de ressources numériques. Ici, vous pouvez faire des recherches pour les ressources numériques que vous ne connaissez pas. Pour chercher une ressource numérique, il faut d'abord choisir son format, qui fait d'ailleurs partie des propriétés du fichier numérique. Alors, les propriétés d'un fichier numérique sont les suivants: le nom du fichier, le format ou type de fichier, la taille, la date de création et de modification. Comment accéder à ces informations? Eh bien, il suffit de clic droit sur le fichier, puis propriétés. Alors, le choix du format du fichier, bien du type de fichier, dépend de son utilisation, de sa qualité et la taille souhaitée, puisque plus le fichier est volumineux, meilleure est la qualité de l'image, du son ou de la vidéo. Il est donc essentiel de trouver le bon compromis entre la taille et la qualité. Alors, le nom est formé de deux parties séparées par un point. La première partie, c'est le nom choisi par l'utilisateur et la deuxième partie, c'est l'extension généralement en 3 lettres qui est affectée par l'application. Alors, l'extension d'un fichier permet au système de lui associer une application. Et le format de fichier décrit la façon dont l'information est codée. Donc, il s'agit de deux choses différentes, puisque l'extension, en fait, c'est le nom c'est un nom qui est affecté au fichier par l'application lors de la création du fichier, pour indiquer au système que quelle application il doit choisir pour ouvrir le fichier. Mais le format du fichier ne change pas, c'est la façon dont l'information est codée à l'intérieur du fichier. Mais en général, on a tendance à confondre les deux parce que justement, chaque application affecte une extension qui représente le type de l'application et le type de codage utilisé par l'application. Alors maintenant, je vous demande encore une fois de stopper la vidéo un moment et de faire le travail que je vous demande ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est, je vous donne un certain nombre d'extensions utilisées. Donc, il y en a ceux qui sont très connus, que vous avez l'habitude d'utiliser, comme par exemple doc, JPEG. Il y en a peut-être quelques-uns que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ou que vous ne connaissez pas. Donc, ce que je vous demande ici, c'est de mettre chaque extension, chacune de ces extensions ici, dans la catégorie correspondante dans le tableau. Dans ce tableau, vous avez donc des catégories de fichiers, de type de fichiers, texte, image, diaporama, son, vidéo, animation, information, compression, tableur, exécutable. Et donc, on vous demande pour chaque extension de la mettre dans la catégorie lui correspondante. Par contre, ici, donc vous pouvez, si vous ne connaissez pas une extension, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet pour connaître sa catégorie. Donc là, je vous demande de recopier le tableau sur vos cahiers et de faire cet exercice sur vos cahiers. Alors, je suppose que vous avez fini votre exercice et je vous donne la solution. Je vous remercie de votre attention
Et je vous donnerai rendez-vous dans la prochaine capsule qui va être la deuxième partie du chapitre 2. À bientôt.